Si je vous dis David Fincher, vous pensez Seven, Fight Club ou encore The Social Network. Mais Fincher, c'est aussi The Girl with the Dragon Tattoo, film qu'il a réalisé en 2011. Et avant d'être ce film que vous connaissez très probablement, Millennium c'est avant tout un livre. Man som Attar Kivnor, désolé de la prononciation, écrit par l'auteur Stieg Larsson. Mais c'est aussi une trilogie de films suédoises sortis entre 2009 et 2010. En fait, à la base, il y a eu la trilogie de bouquins de Larsson. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Millennium, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et Millennium, la reine dans le palais des courants d'air. Les 3 livres ont rencontré un énorme succès, genre plusieurs millions d'exemplaires vendus, ce qui a permis 4 ans plus tard une adaptation cinématographique. Tout d'abord du premier livre avec le film The Girl with the Dragon Tattoo de Nils Arden Oplev, avec Noomi Rapace et Michael Nyqvist. Nils Arden Oplev que vous connaissez peut-être car il a fait le film Flatliners en 2017 avec en tête d'affiche Elliot Page. Pour le coup là je suis désolé, je peux pas plus vous contextualiser le gars car j'ai absolument rien vu et je connais même pas de nom ses autres films. Donc désolé. À sa sortie en 2009, le film Millennium a rencontré un énorme succès en Suède, ce qui a permis de l'exporter à l'international, et notamment en France, où il a rencontré un encore plus gros succès. Et ce succès, ça a eu un gros impact sur la suite, car les acteurs et la production, ne s'attendant pas à une telle réussite de la part du premier film, avaient déjà tourné dans la foulée le deuxième et le troisième. Sauf qu'ils les avaient tournés pour être diffusés à la télé. Mais ne pouvant pas passer à côté d'une telle opportunité par rapport au succès du premier film, ils ont décidé de remonter les deux suites, pour que chacune puisse au final être diffusée au cinéma. En même temps, ça aurait été dommage de priver le public qui avait tant aimé le premier, ne pas profiter des deux suites au ciné. Ça aurait été quand même con. Sauf que c'est pas tout. Et non, car pendant la sortie de Millennium 2 et 3, il y a aussi eu une série. Oui, une série. Alors là vous dites peut-être que c'est sûrement une série spin-off par exemple, qui parle d'éléments qui se passent entre les films par exemple. Ou alors c'est une série qui est là pour approfondir certains personnages un peu secondaires. Et bah non, pas du tout. La série Millennium, que certains connaissent sûrement si vous êtes, vieux, désolé, est une compilation des 3 films, avec rajouté à ça presque 2 heures de scènes coupées, qui servent à approfondir certaines séquences des films. Donc si on récapitule un peu, on a tout d'abord eu Millennium 1 de Nils Arden Oplev, énorme banger, y a pas de débat, on est d'accord. Moins d'1 an plus tard, la série, notamment diffusée sur Canal+ en France, qui est une compilation des 3 films avec plein de trucs en plus, puis quelques mois plus tard après la série, à 1 mois d'intervalle, Millennium 2 et 3, appelés respectivement The Girl Who Play With Fire et The Girl Who Kick the Hornet's Nest. Notez sur 10 un peu mon accent en commentaire. Alors perso, je trouve ça un peu bizarre, car si vous aviez regardé quand c'est sorti la série sur Canal+, vous aviez en fait, basiquement tout vu, et même bien plus encore, vu qu'il y a plein de scènes coupées en plus. Alors, à quoi bon sortir les films au cinéma? Ou sinon, pourquoi avoir sorti la série avant le 2 et 3e film? En fait, comme dit plus tôt, Millennium 2 et 3 devaient à la base être diffusés à la télévision, sous forme de téléfilm. Sauf que Millennium 1 a eu un tel succès qu'ils ont décidé de revoir leur plan au dernier moment, et de d'abord sortir les 2 suites au cinéma, puis un peu plus tard de tout ressortir à la télévision avec plein de trucs en plus pour les intéresser. Les 3 films sont en quelque sorte un montage cinéma de la société de production destinée à un plus grand public. Et ce problème de diffusion entre guillemets qu'on a en France par rapport à la série et les 2 suites, il existe pas en Suède par exemple. Là-bas, ils ont tout d'abord eu les 3 films sortis au cinéma en 2009, puis la série sur la chaîne SVT1 début 2010. Et d'ailleurs, si vous demandez si c'est toujours possible de voir la série ou les films, la réponse est oui et non. Pour ce qui est des films, en France, on peut uniquement les voir via Canal+ en VOD. Et pour la série, pour le coup, elle est complètement inaccessible de partout. Par contre, ça se trouve toujours très bien, et vous pouvez les acheter d'occasion, comme j'ai fait personnellement. Là, on a le coffret des 3 films en Blu-ray, et j'aurais adoré vous montrer le coffret de la série, sauf que on me l'a pas envoyé. J'ai essayé 2 fois de l'acheter d'occasion sur Vinted, et impossible que la personne m'envoie son colis à chaque fois. Ça me saoule de fou. Mais enfin bref. Et franchement, si vous débrouillez bien, vous pouvez trouver le tout pour pas très cher. La série, elle est aux alentours des 5 € d'occasion, et le coffret que j'ai là, je l'ai eu je crois pour 15 €. Et moi j'ai acheté le tout car j'en avais besoin pour la vidéo, mais si vous voulez découvrir cette trilogie, je vous conseille plus d'acheter juste la série. Vous verrez les 3 films tels qu'ils sont sortis au cinéma, mais avec beaucoup de scènes en plus. Bon, et dans un format un peu différent parce que c'est une série et pas 3 films séparés, mais en vrai c'est un peu mieux. Vous aurez plus de contenu pour moins cher en soi. Mais enfin bref. Avant de jouer dans Millennium, faut savoir que Noomi Rapace n'était pas spécialement connue. Ce que je veux dire par là, c'est que son nom circulait un peu dans les gens du milieu en Suède, car elle jouait dans des pièces de théâtre et des petits films amateurs par-ci par-là, mais à part ça, c'était pas non plus une méga resta. Très loin de là même. Mais par contre, elle était absolument fan des livres depuis leur sortie. Vraiment, elle était obsédée par eux, et d'ailleurs, elle
elle se retrouvait énormément dans le personnage de Lisbeth Salander, le personnage principal de l'œuvre. Durant son adolescence, elle avait des piercings au visage, elle s'était teint les cheveux en blond et s'habillait un peu n'importe comment. D'après ses mots, elle ressemblait à rien, mais elle s'en foutait car elle voulait juste se bourrer la gueule toute la journée. À 15 ans, elle est même partie de ses chez parents pour s'enrôler dans une école de théâtre et vivre pleinement la vie comme elle le souhaitait. Si je vous raconte un peu sa life, c'est pour vous montrer que même bien avant qu'elle joue Lisbeth Salander ou même que Lisbeth Salander en tant que personnage elle existe, eh bien elle lui ressemblait déjà un peu. Genre son côté rebelle, son look particulier... Vous avez compris, je pense. Et je pense que les étoiles étaient alignées, ou alors c'était son destin de jouer ce personnage, car quand la production a choisi d'adapter le roman au cinéma, et que donc ils cherchaient la tête d'affiche du film, ils ont directement choisi Noomi Rapace. Oui, vous avez bien compris, elle n'a même pas eu besoin de passer de casting auprès de d'autres actrices. Ça lui est tombé dessus comme ça directement. Bon par contre, même si elle avait été choisie par la production pour jouer Lisbeth, c'était pas 100% officiel et sûr directement, car il fallait encore que le réalisateur soit convaincu de ce choix. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été une mince affaire. Car quand Noomi a rencontré pour la première fois le réalisateur pour voir si ça matchait entre elle et le perso, il lui a dit qu'il était pas vraiment sûr de la voir en tant que Lisbeth, car il trouvait qu'elle était trop jolie pour jouer le personnage. Sauf que Noomi, elle, c'était son rêve de jouer Lisbeth. Donc, en entendant ça, elle a activé son mode tryhard. Elle a tout fait pour le convaincre. Elle lui a dit elle n'était personne, elle n'existait pas, elle pouvait devenir n'importe qui. La seconde fois où ils se sont vus, elle est venue habillée avec les habits de son mec. Elle lui a dit que s'il la prenait, elle se couperait les cheveux, elle se ferait tout plein de piercings, elle prendrait des cours de moto, enfin bref, elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour se transformer en Lisbeth. Et face à une telle détermination, Nils, il a accepté, évidemment. Qui n'aurait pas accepté face à un tel dévouement? Moi je vous le demande. Allez-y, répondez, j'attends. Bon, j'attends peut-être pas autant. Concrètement, elle l'a convaincue qu'elle pouvait réellement se transformer de A à Z pour devenir Lisbeth. Et ça, franchement, c'est hyper fort, bravo à elle. Bon après, on va pas se mentir, elle partait pas de zéro, parce que la production la voulait à la base. Mais quand même, le réalisateur, s'il avait pas été convaincu, il aurait dit juste non, et next quoi. Donc bravo à elle. Et si vous vous demandez, elle a tenu sa promesse. Car pendant les 7 mois qui ont suivi, elle a passé tout son temps pour devenir Lisbeth. Déjà, pour ce qui est de l'apparence, elle s'est bel et bien coupé les cheveux, et même teint en noir. Elle s'est aussi fait faire des piercings au nez et aux oreilles, et oui, c'est des vrais piercings qu'elle a dans le film, et elle a suivi pendant tous ces mois, 5 jours par semaine, des entraînements de kickboxing et de muay thai, pour que sur le tournage, elle puisse faire ses propres cascades et scènes de fight. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est quelque chose sur lequel elle était intransigeante, tout comme les scènes à moto. Elle voulait vraiment que ça soit elle dessus, et que ce soit pas une doublure. C'est pourquoi elle a aussi passé son permis moto pendant ce temps. Elle a aussi eu recours à une diététicienne pour suivre un régime strict afin d'enlever tout le gras et le sucre inutile de son alimentation. Car elle voulait paraître un peu plus mince mais surtout un peu plus masculine pour incarner parfaitement l'image qu'elle se faisait de Lisbeth. Et si vous demandez, son régime, il était en vrai assez simple. C'était pas de pain, pas de bonbons, pas d'alcool, que des pâtes et des patates. Et d'après ses mots, c'était pas facile. Ce truc de vouloir paraître plus masculine à l'écran, c'était vraiment important pour elle. Car elle ne voulait pas que son personnage soit sexualisé juste parce que c'est une femme. Si à un moment donné Lisbeth dans une scène ne devait pas avoir de maquillage car je sais pas, elle sort de la douche par exemple, Noomi elle n'en mettait pas, un point c'est tout. Noomi Rapace la décrit comme quelqu'un qui n'est pas d'une grande vanité, qui ne s'habille pas pour les autres, pour être sexy ou je ne sais quoi. Et ça c'était un élément extrêmement important pour elle, et qu'elle a défendu d'ailleurs jusqu'au bout. Elle voulait rester jusqu'à la fin au plus proche de l'image qu'elle se faisait d'elle dans le livre. Car dans le manuscrit, Lisbeth est un peu décrite de manière surnaturelle. Attendez, je m'explique. Elle mange ultra mal, mais ne prend pas de poids et est super rapide. Elle est super forte au point de gagner n'importe quel combat, alors qu'elle fume constamment et anorexique et de petite taille. Elle est décrite comme assez moche dans les livres, cependant, y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par elle. Le personnage est assez contradictoire, vous l'avez compris, et sort complètement des clichés que l'on peut voir de personnages féminins dans d'autres œuvres. Et tout ça, c'était hyper important pour Noomi de le respecter. Mais paradoxalement, quand Millennium 1 est sorti au cinéma, Noomi a été élue femme la plus sexy via son personnage de Lisbeth. Ouais, c'est assez cocasse quand même. Elle a donc évidemment été approchée pour apparaître sur la couverture du magazine en tant que Lisbeth, mais évidemment, elle a refusé. Pour elle, ça aurait été cracher à la gueule du personnage et des valeurs qu'elle véhicule si elle avait dit oui. Et que justement, Lisbeth, à sa place, elle l'aurait craché à la gueule et dit d'aller se faire foutre. Jusqu'au bout, elle
reste fidèle à l'image qu'elle a du perso. Et franchement, ça c'est plutôt beau. Bon par contre, dans un autre registre, grâce à son interprétation de Lisbeth Salander, elle a gagné en 2009 le Satellite Award de la meilleure actrice dans un film dramatique. Les Satellite Awards, c'est un peu une cérémonie comme les Oscars ou les Césars ou les Golden Globes. C'est un peu moins connu et moins prestigieux, mais ça reste tout de même une récompense, et ça c'est plutôt cool. Et bon, jusque là, on a parlé de Noomi Rapace, de comment elle a fait pour incarner son personnage à l'écran, de sa préparation physique, etc., etc. Mais en soi, on n'a pas vraiment parlé du film en lui-même, et de ce qu'il contient, alors qu'il y a des trucs vachement cool à dire dessus. Par exemple, est-ce que vous saviez que Noomi a complètement refusé de jouer une scène? En fait, vers le milieu/fin du film, quand Lisbeth et Michael se rapprochent, il y a un moment où il lui demande un peu son passé, pourquoi elle est comme elle est, etc. Et bien, à la base, dans la version originale du script, et bien, à ce moment-là, Lisbeth devait absolument tout balancer à Michael. Genre, tout. Son passé, pourquoi elle est comme ça, ses traumas, etc. Vraiment tout. Mais en lisant ça, Noomi a catégoriquement refusé de jouer la scène. Qui faisait quand même une bonne page, hein. C'est pour vous dire à quel point elle balançait vraiment tout. Ça faisait entre gros guillemets que 3 semaines qu'il tournait, donc en refusant, elle aurait pu être virée et remplacée par exemple. Mais elle s'en foutait et a refusé jusqu'au bout. Elle raconte qu'elle pleurait beaucoup, que le réalisateur aussi, qu'elle était vraiment désolée, etc. mais qu'elle ne pouvait vraiment pas jouer cette scène. Elle n'arrivait pas à se projeter en tant que Lisbeth dans cette scène. Et donc, elle ne pouvait simplement pas la jouer. On va pas se mentir, c'était clairement la merde. La production s'en est évidemment mêlée, et ça aurait pu vraiment mal tourner. Cependant, contre toute attente, tout s'est très bien fini. Tous ensemble, ils ont décidé de réécrire la scène, pour que ça convienne à Noomi et qu'elle puisse la jouer. Et si elle a refusé à ce point de jouer cette scène, c'est qu'elle trouvait que c'était trahir le personnage de la faire raconter toute son histoire comme ça d'un coup d'un seul. Oui, encore une fois, on en revient à sa relation avec le personnage. Et au final, je trouve que personnellement, la scène comme on l'a eue, elle est parfaite. On comprend petit à petit son histoire et le pourquoi du comment elle est comme elle est et qui elle est, via des flashbacks, et ce qui est raconté implicitement par les dialogues entre les personnages, et aussi, le jeu d'acteur des acteurs. Alors qu'à la base, on aurait eu une énorme scène de merde où le personnage principal balance toute sa vie. Comme ça, tous les personnages sont calés sur qui elle est, et le spectateur, il a plus de doute dans sa tête. Et je pense qu'honnêtement, on peut dire vraiment merci à Noomi pour ça, car grâce à elle, ils ont vesquis un big truc qui aurait vraiment gâché le film selon moi. Et tiens, pour continuer sur le tournage de scène du film, il faut qu'on parle de la scène de baston. Vers le début du film, Lisbeth, en sortant du métro, va bousculer un groupe de jeunes, qui vont ensuite l'attaquer, la frapper, etc. La scène, comme on la voit, est, je trouve, assez réaliste. Malgré qu'elle soit une personne qui a des capacités un peu hors du commun, genre elle peut tout pirater par exemple, face à une agression pure et dure, elle se défend comme elle peut, et ne nous sort pas des coups de pied retournés de l'espace par exemple. Retenez bien ça. Eh bien, lors du tournage de cette scène, un des agresseurs devait lui verser de la bière sur la tête. Suite à quoi, elle, de son côté, elle devait lui mettre un énorme high kick. Ils avaient tout bien chorégraphié, tout bien répété, franchement ils étaient vraiment prêts, mais ils avaient oublié de vérifier un truc, et ce truc, c'est le sol. Car en renversant de la bière par terre, ça rend le sol glissant. Et même dans le cas présent, très glissant. Et donc vous voyez où je veux en venir. Après s'être pris de la bière sur la tête, et en essayant de mettre son fameux high kick, Noomi Rapace a complètement glissé sur le sol. Apparemment en plus de manière très cartoonesque. Et retombé sur sa hanche hyper violemment. Au point que ça a gonflé pour atteindre la taille d'une balle de tennis. Ouais, c'était quand même assez sérieux. Sauf que, pas de bol, le tournage de cette scène se passait très tôt dans le calendrier de tournage du film. Et donc pour tout le reste du tournage et donc du film, apparemment elle a une hanche bien plus grosse que l'autre. Noomi dit en interview que c'est assez voyant, mais perso, en voyant le film plusieurs fois, j'ai pas spécialement vu. Mais si vous êtes pas dans mon cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec aussi un peu ce qui se passe dans la scène pour que je puisse retrouver. Je suis assez curieux en vrai. Bon. On arrive à un moment de la vidéo où on va parler d'un truc qui va pas trop plaire aux robots YouTube. Mais bon, faut qu'on en parle car ça fait partie intégrante du film et aussi c'est un sujet que je trouve très important. Donc attention, trigger warning sur ce sujet-là. Si vous voulez pas voir tout ce passage, je vous invite à vous rendre à ce timecode que je vous affiche à l'écran. Dans le film Millennium, il y a 2 protagonistes principaux, Michael Blomqvist et Lisbeth Salander. Et au cours du film, on suit la vie des deux séparément, avec d'un côté Michael qui va commencer son enquête pour savoir ce qui est arrivé à Harriet, et
et cette histoire forme l'histoire principale du film, puis de l'autre côté on a Lisbeth qui vit sa vie, jusqu'au moment où par la force des choses, elle va se retrouver à aider Michael à enquêter sur Harriet, et ensuite on les suit ensemble jusqu'à la fin du film. Ça c'est globalement ce qui se passe dans le film. Et bien moi je voulais qu'on parle d'un événement bien précis qui se passe durant le moment où Lisbeth fait sa vie de son côté. À cause des problèmes et d'événements qu'il y a eu dans son passé, Lisbeth a une tutelle, quelqu'un d'un organisme qui l'aide à gérer sa vie et notamment son argent. Et dans le film, à un moment donné, Lisbeth se voit attribuer un nouveau tuteur, et ce dernier la force à faire des actes sexuels à chaque fois qu'elle a besoin d'argent, pour qu'elle puisse par exemple s'acheter un nouvel ordinateur. Car tout simplement, c'est lui qui a la main sur son argent. Et un peu après, alors qu'elle retourne chez lui de nouveau pour lui demander s'il peut lui donner de l'argent, elle va se faire violer par ce dernier. Je vais pas forcer en vous mettant plus d'images de la scène à l'écran, mais c'est assez hard. C'est franchement pas facile à regarder, c'est très violent et très brutal. Et justement, et c'est là que je voulais en venir, ça a été complètement voulu par le réalisateur, mais aussi et surtout par Noomi Rapace. En fait, les deux voulaient vraiment que la scène soit aussi violente et brutale qu'elle pourrait être dans la vraie vie. Noomi ne voulait vraiment pas que la scène soit plus douce ou plus gentille, car elle trouvait ça bizarre que pour les personnes victimes d'un tel acte dans la vraie vie, de le voir adouci dans un film, sous prétexte simplement que c'est un film. Noomi était vraiment sûre et certaine de vouloir tourner la scène telle qu'elle a été tournée, c'est-à-dire hyper violente et réaliste entre guillemets dans sa violence. Ils avaient tous convenu de limites à ne pas dépasser, et malgré qu'elle était à 100% d'accord sur absolument tout, eh bien elle a été quand même très affectée par le tournage de cette séquence, et on a fait de nombreux cauchemars. Et le pire, c'est que si vous regardez en détail le déroulé du film et ce qui tourne autour, eh bien cette séquence, elle est pas spécialement nécessaire au bon déroulé de l'intrigue. Tu peux complètement enlever toute cette histoire parallèle entre elle et son tuteur, ça n'aura absolument aucun incident sur le film. Mais le réalisateur et Noomi Rapace trouvaient ça très important de garder toute cette sous-intrigue au script, car déjà ça permet d'étoffer le personnage, on en sait un peu plus sur ce qui se passe dans sa vie, mais surtout car ça montre un truc hyper important sur le personnage, le fait qu'elle ne se considère pas comme une victime. Ça montre, comme dit plein de fois en interview par Noomi Rapace, que Lisbeth a choisi qui elle veut être, et que tout le monde choisit d'être qui il veut être. Comme c'est aussi dit dans le film quand le personnage de Michael lui dit que c'est normal, entre guillemets, qu'un tel soit un violeur, etc., car son père l'était à la base, et donc il l'a endoctriné très jeune, et patati patata. Et dans cette scène, Lisbeth lui dit que non, justement. Oui, il a peut-être été soumis à ça très jeune, mais c'est pas pour autant que ça justifie qu'il viole des gens. Car on choisit tous les jours qui on veut être. Au final, si on prend du recul, on se rend compte que cette scène est absolument essentielle à la bonne compréhension du personnage de Lisbeth dans le film. Elle va avec un plan voir son tuteur, elle pensait qu'elle allait devoir une nouvelle fois faire un acte sexuel pour lui, donc elle prépare de quoi filmer en cachette dans son sac, pour ensuite le faire chanter, sauf qu'au final les choses ne se passent pas comme prévu, et elle se fait violer par le gars. Elle rentre chez elle, elle se guérit, et au lieu de s'apitoyer sur son sort, et d'être complètement brisée, comme je pense on le serait tous, elle décide de riposter et de lui faire la peau. Ça montre pour moi, et aussi pour Noomi Rapace d'ailleurs, toute l'essence du personnage de Lisbeth Salander. Ce sujet et cet acte qu'il se passe dans le film est un sujet grave, sérieux, sur lequel on ne rigole pas. Il y a tout simplement pas matière à blague. Donc dans les commentaires, je vous demanderai de respecter cela, et du coup de ne pas mettre des commentaires qui ne vont pas dans ce sens. Bon sinon, dans un registre un peu plus gai, lorsque les journalistes demandent en interview à Noomi s'il est possible qu'un jour on la revoie en tant que Lisbeth à l'écran, elle répond systématiquement que non. Non, elle ne rejouera pour rien au monde ce personnage. Pas qu'elle n'a pas aimé le jouer, bien au contraire, c'était littéralement son rêve, mais juste parce qu'elle n'est pas sentimentale sur ce genre de choses, et aime laisser les choses là où elles sont quand elles sont finies. Mais aussi et surtout car le jour où ils ont fini de tourner le dernier film, marquant la fin de l'aventure Millennium pour tout le monde, ils ont évidemment célébré ça. Et au moment où tout le monde sabrait le champagne, se prenait dans les bras, était très heureux, etc., etc., Noomi, elle, de son côté, s'est complètement effondrée sur le sol, et ne pouvait pas s'arrêter de vomir. Elle raconte qu'après ça, elle était allongée par terre dans une salle de bain, et qu'elle n'arrivait tout simplement pas à se mettre debout sur ses jambes. D'après ses mots, c'est comme si ce jour-là, son corps a éjecté le personnage de Lisbeth, car il avait compris que tout ça était fini. Et c'est donc notamment pour ça qu'elle ne rejouera pas le personnage, car pour elle c'était un signe que toute cette aventure Millennium, elle était finie pour de bon.
Tout comme cette vidéo. Oui, je sais, pas mal la transition. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Vraiment, vous êtes les boss. Ça a pas été facile d'écrire cette vidéo, je vous le cache pas, ça a pris beaucoup trop de temps, car il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'ai d'ailleurs pas pu tout mettre dans cette vidéo. Mais bon, c'est comme ça, j'ai dû faire des choix, et j'espère en tout cas que tout ça, ça vous a plu. Millennium, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert il y a quelques années avec le film de Fincher. Mais encore plus quand j'ai découvert le film à l'origine. Et j'avais tout simplement trop envie de vous partager toutes ces anecdotes sur le film. Sinon, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, et bah vous pouvez vous abonner à la chaîne par exemple, on vise les 10 000 abonnés en 2025. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager à vos proches si vous l'avez trouvée intéressante, et surtout vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez vu avant de voir ma vidéo? Est-ce que ça vous a donné envie dans le cas contraire de le voir? Est-ce que si vous l'avez vu, vous l'avez aimé ou pas, etc. etc. Comme d'hab, je lis tous les commentaires et je me ferai une joie de discuter avec vous. Et sur ce, et bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!